Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous donc ce soir au Maïf Social Club pour cette soirée de discussion, d'échange et de réflexion donc autour de la data avec cette question presque un petit peu provocatrice. Est-ce que la data va sauver la démocratie? En tout cas, cette question est évidemment très discutée en ce moment et on va échanger donc avec nos invités d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais laisser la parole à Annick Coyer, la vice-présidente de la Maïf. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir à la Maïf, au Maïf Social Club. Il y a 2 ans, enfin à peu près 2 ans, nous avons gagné ce prix des IAI Awards et donc, eh bien, comme on s'y était engagé, on vous accueille aujourd'hui au Maïf Social Club. Alors c'est quelque chose d'important pour nous que ce concours parce que il récompense des organisations qui placent les initiatives pour mieux gouverner leurs informations et c'est quelque chose d'important pour nous. Ce qui fait que la Maïf, depuis plusieurs années, elle a essayé d'être à l'avant-garde et de faire en sorte que tout le problème de l'information, de l'usage de l'information, de la gouvernance soit une des priorités pour elle. Par exemple, si je prends un petit exemple petit, qui est la protection des données, vous allez voir comme c'est petit, on a rédigé une charte et cette charte, quand on l'a rédigée, on s'est dit qu'il fallait qu'on place l'humain au cœur de toute chose et de toutes les transformations numériques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que mettre l'humain au cœur des transformations numériques? Eh bien, c'est d'abord protéger les données personnelles. Protéger les données personnelles de nos sociétaires, de nos salariés, de nos militants, c'est-à-dire de tous ceux qui entrent dans notre paysage pour que ils aient confiance en nous. Le mot confiance, c'est un terme important à la Maïf. Et comment ça se traduit? Parce que c'est bien beau de dire on va protéger les données. Ça se traduit de façon concrète, d'abord, de ne pas vendre les données personnelles que nous avons. C'est quelque chose d'important. D'héberger ces données personnelles en France ou dans l'Union européenne et d'appliquer le droit à l'oubli. Rien que ces 3 choses, c'est c'est très engageant pour la Maïf. On a mis en place aussi pour que nos salariés et nos militants soient conscients des difficultés, on a mis en place toutes des actions d'acculturation et de sensibilisation avec la création d'une académie digitale et puis avec 130 ambassadeurs digitaux qui sont au plus près de tous les acteurs internes pour expliquer, pour aider à la transformation numérique. Cette année, comme depuis 2016, on fait aussi tous les ans, et ça tombe bien sûr aujourd'hui, puisque on est le jour J, et on a eu à Niort, qui est le siège, où est le siège de la Maïf, on a eu une grande journée de conférences et de débats sur le sujet. Donc beaucoup de choses en interne, mais aussi en externe. Qu'est-ce que l'on peut faire pour nos sociétaires? Qu'est-ce que l'on peut faire pour la société? Eh bien, on a commencé, entre autres, je ne vais pas vous raconter tout parce que sinon j'y passerai la soirée, vous n'êtes pas venus pour ça, mais on a commencé par le Maïf Numérique Tour. Qu'est-ce que c'est que le Maïf Numérique Tour? Eh bien, c'est un bus itinérant, un dispositif itinérant d'éducation au numérique qui sillonne toute la France et qui va aider, eh bien, même dans les coins les plus reculés où
on dit quelquefois qu'il y a des déserts qui vont expliquer, qui vont ce Maïf Numérique Tour, il va permettre de réfléchir sur ce qu'est le numérique. Et puis on fait plein de choses, je viens de le dire, pour la société. Eh bien, il y a ce que l'on fait ce soir et un très très beau sujet qui nous passionne tous, je pense, sur la data et la démocratie. Moi, je suis, comme vous, très intéressée de voir ce que vont dire les intervenants. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais laisser à Mathieu Huders le soin de s'occuper de cette soirée. Merci beaucoup à vous. Voilà, excusez-moi, je vais juste mettre mon téléphone sur mode avion, voilà, parce que j'avais oublié de le faire. Alors, on est donc réunis pour cette table ronde ce soir pour étudier cette question, effectivement, de la démocratie dans ce contexte, évidemment, de révolution numérique que nous vivons tous là depuis quelques années dans le monde entier. Évidemment, cette question-là est en plein essor aujourd'hui. Elle est en train de changer véritablement notre monde, notre rapport évidemment à ce que nous laissons comme données, comme traces. Actuellement, la quantité de données est absolument considérable puisqu'on considère justement que chaque année, on double les capacités de production de ces données. Et les scientifiques, d'ailleurs, n'hésitent plus aujourd'hui à parler d'un véritable Big Bang numérique avec ces quantités de données qui sont absolument considérables et qui ont explosé et qui vont continuer largement à le faire. Donc évidemment, l'exploitation de cette masse de données qui est regroupée sur ce terme de Big Data ouvre des perspectives et des questions extrêmement intéressantes et indispensables aussi pour la société aujourd'hui, avec cette numérisation véritablement de notre monde. Alors dans ce contexte, on va se discuter avec nos invités pour voir comment penser ces questions des données, s'approprier un petit peu mieux les enjeux autour de la data et effectivement voir si également on arrive à faire de toutes ces données un bien commun. Ça va être assez central au cœur de notre discussion. Je vais demander donc à nos trois invités de nous rejoindre tout de suite et de prendre place sur les tabourets. Je vous les présente. Paola Fortezza qui nous rejoint tout de suite, députée de La République En Marche pour la 2e circonscription des Français de l'étranger, pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et vous avez été rapporteur du projet de loi relatif justement à la protection des données personnelles. Vous êtes également rapporteur du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur la démocratie numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne. Donc ça, évidemment, on va en discuter avec vous. Divina Frau-Meggs, vous êtes professeure à la Sorbonne Nouvelle en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes experte auprès de l'UNESCO, de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, et vous êtes titulaire de cette chaire UNESCO Savoir Devenir à l'ère du développement durable, et vous êtes membre de l'Observatoire européen de l'intelligence artificielle, qui est nouvellement créé. Et puis Thierry Vedel, vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, et vos recherches portent sur les mutations de la communication politique dans les pays industrialisés, les relations également entre Internet et le politique, mais également les enjeux socio-économiques du big data. Vous préparez un projet sur la visualisation des données politiques par les citoyens. C'en est où d'ailleurs, là? À quelle étape du projet êtes-vous? Ce qui est très à la mode actuellement en sciences politiques et en sciences sociales de façon plus générale, c'est les démarches expérimentales. Et donc on a la chance à Sciences Po d'avoir un énorme panel qu'on a commencé il y a 2 ans avec plus de 20 000 personnes qui participent à ce panel et qui nous permet donc de faire des expérimentations à très grande échelle et notamment sur la façon dont les gens réagissent lorsqu'on leur présente de l'information en faisant varier un certain nombre d'éléments de cette information. Et ce qu'on trouve, on en parlait tout à l'heure avec Divina, c'est qu'en fait, les gens cherchent surtout l'information qui va conforter ce qu'ils pensent déjà. Oui, et ça c'est un vrai problème, puisqu'il y a une sorte d'enfermement de la pensée, qui est lié évidemment aux algorithmes et aux réseaux sociaux. Alors, je voudrais d'abord vous faire réagir tous les trois sur cette information de l'année 2018, parce que le 15 mars dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a annoncé une année 2018 exceptionnelle, marquée par l'entrée en vigueur évidemment du règlement général sur la protection des données, le RGPD, lequel a entraîné, semble-t-il, une prise de conscience inédite des enjeux justement sur la protection des données auprès des professionnels et des particuliers. Il y a un sondage IFOP qui a été réalisé par la CNIL et qui montre qu'aujourd'hui 70% des Français se disent beaucoup plus sensibles que ces dernières années
à cette question de la protection des données. Paola Fortezza, un commentaire justement sur ça. Est-ce qu'on est quand même dans une période là qui est en train de changer sur l'acceptation, la compréhension de ces enjeux? Oui, je crois qu'à partir de ce règlement, il y a eu une prise de conscience de la société dans son ensemble. Mais juste une petite anecdote pour replacer un peu cette prise de conscience. Quand on a commencé à travailler sur le règlement de la protection des données personnelles à l'Assemblée nationale, personne ne comprenait l'enjeu. Tout le monde pensait que c'était trop technique. J'ai essayé de chercher des journalistes qui s'y intéressent pour faire un peu de pédagogie, de vulgarisation, et personne ne m'entendait, etc. On a eu au bon milieu de l'examen le scandale du Cambridge Analytica. Et ça a tout changé. Du coup, les journalistes, les médias venaient me chercher en disant « Est-ce que ça va être la solution ?» On ne s'était pas rendu compte à quel point ce n'était pas qu'une question de liberté individuelle, mais aussi que ça impactait notre vie collective, notre démocratie, qu'on pouvait arriver à manipuler des élections à partir de données personnelles qui seraient mal utilisées de façon mal intentionnée. Donc vraiment, cette prise de conscience, elle vient aussi de la main de certains scandales, d'une certaine peur, d'une certaine appréhension. Et c'est ce genre de scandale, c'est que la pointe de l'iceberg, parce qu'en fait, on a vraiment, pendant tellement d'années, innové de façon un peu sauvage et en cherchant des business models très agressifs, que on va de plus en plus se rendre compte que les systèmes d'information n'étaient pas assez sécurisés, qu'ils ne sont pas préparés à ce qu'attendent aujourd'hui les citoyens. Et donc ce règlement est crucial et arrive au bon moment. Donc rien de tel qu'un bon scandale, si je comprends bien, pour faire avancer un peu la pédagogie. Ça, c'est un problème justement, Thierry Vedel, la connaissance des politiques eux-mêmes sur le sujet. Parce que les enjeux, évidemment, ils sont sociétaux, mais d'abord, la classe politique elle-même n'est pas forcément très bien informée. Oui, de mieux en mieux, hein, et d'autant plus qu'avec la dernière législature, on a un renouvellement générationnel considérable, et donc on a des députés et de façon plus générale, des gens qui nous gouvernent qui sont de plus en plus au fait. Il faut quand même se rappeler aussi que l'informatique, le numérique, ça fait quand même 30 ans qu'on vit dedans, et donc progressivement, ça pénètre toute la société. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit sur le Cambridge Analytica. Parfois, on a besoin en effet de scandales comme ça qui provoquent des prises de conscience. On peut juste remettre le scandale dans son contexte très rapidement. Parce que justement, du point de vue du politologue, il n'est pas du tout sûr que ce soit un gros scandale, hein. Le vrai scandale, c'est que, alors donc pour résumer, une entreprise qui n'est pas la seule d'ailleurs, qui s'appelle Cambridge Analytica, a utilisé des données qui ont été en partie, mais pas seulement récupérées sur Facebook, pour faire du profilage et du ciblage des électeurs, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Et c'est quelque chose d'assez traditionnel, le ciblage et le profilage, parce que on sait très bien, lorsqu'on fait la politique, et vous le savez probablement, qu'il vaut mieux envoyer des messages qui vont dans le sens de ce que les gens pensent et pas leur hérisser le poil. Sarkozy avait essayé de faire ça, je crois, en 2007, et ça avait très mal marché. Donc on veut plutôt toucher les gens qui sont potentiellement des sympathisants. Et ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est qu'ils ont utilisé des données que les gens avaient laissées volontairement ou involontairement sur Facebook pour dresser des profils, notamment en utilisant des modèles psychologiques. Et à partir de là, une fois qu'on a des profils, on peut identifier des électeurs qui sont potentiellement, par exemple, pro-Trump ou au contraire anti-Hillary Clinton, et cibler de préférence ces électeurs. Alors Divina Frommex, justement, parce qu'on est sur cet exemple, on peut y rester un petit peu, parce qu'il est extrêmement intéressant, il a beaucoup marqué effectivement les esprits, et dans le domaine de la protection des données, là, il y a un vrai problème quand même. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'il n'y avait pas de consentement. Donc c'est très grave, hein, puisqu'il n'y a pas de consentement individuel, et ça a été une manipulation avec un chercheur russe, ce qui n'est pas anodin à mon avis, qui a utilisé donc sous prétexte de recherche non seulement les données qui avaient été récupérées sur Facebook, mais tous les comptes adjacents. Donc par capillarité, on a obtenu quelque chose comme 80 millions de personnes. C'est à peu près le nombre d'électeurs, de foyers d'électeurs aux États-Unis. Ça ne permet pas de cibler que les gens qui sont déjà convaincus, aux États-Unis notamment, ça permet de cibler ceux qui ne le sont pas.
c'est-à-dire ceux qui sont indécis, et donc de leur envoyer des messages très très pointus, individualisés, personnalisés, qui agissent sur leur peur. Et donc, à partir de là, on peut influencer ou espérer influencer. Alors, très peu de gens, en fait. La vérité de la recherche montre que ça influence 2-3% peut-être des personnes. Mais les élections actuelles se jouent à 2-3%. Et donc, c'est cette bascule qui a été grave. Voilà, alors, si je réagis toujours sur le GDPR, juste pour continuer sur votre question, Mathieu, ce qui est intéressant, ce que je voulais signaler, c'est qu'en fait, ça fait tache d'huile. Et que la Californie a mis en place l'équivalent du GDPR. Ce qui pour nous est très intéressant dans les alliances. Quand vous dites la Californie, c'est un mouvement qui vient d'où? C'est la Californie, c'est la législature californienne, mais ça vient aussi des citoyens. C'est-à-dire que la Californie, c'est là où sont tous les GAFAM, où sont toutes les grandes plateformes du numérique, et donc elles sont protégées en général par le droit californien. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que les citoyens californiens, ils ont dit, nous aussi, on en a marre. Qu'on nous sucre nos données, etc., etc. Et donc, ils ont mis en place un système qui ressemble beaucoup au nôtre. Et je trouve que ça, c'est très prometteur. Effectivement, ça marque bien une phase de prise de conscience générale, où on se rend compte que les données des Français ou des Européens sont aussi importantes que les données des Américains. Et moi, je crois que c'est surtout cette prise de conscience collective et globale qui va faire qu'on va peut-être enfin arriver à changer la donne. Donc, Paola Fortezza, on voit une sorte de mouvement convergent aujourd'hui des institutions, des organismes, la Maïf par exemple, sur l'initiative de la protection des données, et des citoyens aujourd'hui. Donc ça bouge quand même énormément par rapport à ces forces qui venaient d'ailleurs et qu'on avait du mal finalement à maîtriser. Alors, on voit très bien que les consommateurs, les utilisateurs deviennent de plus en plus exigeants par rapport à ces enjeux et que donc ça devient un argument de marketing, ça devient un avantage compétitif en termes business d'investir dans ces compétences, d'investir dans la sécurisation des systèmes d'information, dans les nouvelles fonctionnalités de recueil de consentement, dans des designs qui soient simples pour les citoyens, à tel point qu'on voit aujourd'hui Mark Zuckerberg de Facebook écrire une tribune en disant « les États doivent nous réguler davantage, la protection de la vie personnelle, de la vie privée est pour nous une nouvelle priorité, tout bascule, l'intimité est devenu beaucoup plus important dans les réseaux sociaux que la publicité, le partage, ce qui était avant leur credo. Donc, ils ont complètement basculé dans l'approche de leurs produits et c'est vraiment effectivement très, très parlant. Ouais, c'est presque le malade qui demande au médecin de lui donner le bon médicament, ce qui est quand même un peu incroyable, non, Thierry Vedel, cette réaction de Mark Zuckerberg. Oui, alors il y a quelque chose qu'il faut bien voir aussi, il faut se situer dans le contexte américain. Il y a quelque chose dont à la fois Facebook, enfin toutes les entreprises américaines ont énormément peur, parce que c'est un principe très fort, c'est les lois antitrust et un éventuel démantèlement en cas de position de monopole. Google a très peur de ça, ils font beaucoup de travaux de recherche là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture politique américaine. On a déjà vu dans le passé, par exemple, AT&T, qui était le grand monopole des télécommunications, a été démantelé. Et il y a eu d'autres cas auparavant dans l'industrie américaine. Et ça, ils ont peur de ce qui peut leur arriver aux États-Unis, c'est-à-dire une possibilité là de démantèlement de leur entreprise parce qu'ils sont en position de monopole dans certains secteurs. Allez, encore peut-être quelques mots sur les États-Unis, puis on va revenir en France, parce que évidemment cette question-là, pour la société française, elle est également très très importante. Mais Divina Fraumex, évidemment, c'est aussi votre terrain d'études, les États-Unis. Je vous faisais un petit signal. C'est vrai que la raison pour laquelle on a cette situation, c'est à cause des États-Unis et de la loi américaine de 96 sur les télécoms, qui a levé la loi antitrust pour le numérique. Voilà. Elle a dit moratoire, on ne sait pas où ça va aller, ce truc. Ça a l'air fantastique. C'est quand même parti sur un pari sur l'avenir, un pari optimiste. Et donc, il faut laisser les entreprises, elles ont besoin de beaucoup de capital, elles ont besoin de s'installer dans le monde entier pour pouvoir faire réseau, etc. On fait un moratoire, on ne régule pas. Voilà. Et je pense que le temps de la régulation, de la réintermédiation, est en train de revenir massivement pour remettre de la démocratie là-dedans, parce que c'est quand même le mot. Donc il y a un mouvement très important en ce moment, il est tout à fait intéressant à observer. Du côté de la sociologie aussi, il y a des choses qui évidemment sont passionnantes. Paola Fortezza, le RGPD, ce règlement général sur la protection des données, la loi est là maintenant, c'est très important. Là aussi, c'est une étape vraiment majeure.
qu'est-ce que ça change finalement concrètement du point de vue juridique, sociétal? Alors, on a encore des défis de mise en œuvre, hein, je vais détailler, mais ce que ça change, c'est que on a de nouveaux droits et de nouvelles voies de recours pour les citoyens. Donc, dans les nouveaux droits, par exemple, le droit au consentement, que les entreprises ne puissent pas utiliser les données à des fins qui n'ont pas été consenties, informées aux utilisateurs. Nous avons le droit à la portabilité, c'est-à-dire le droit à pouvoir récupérer nos données et après les réimporter dans un service concurrent, comme ce qu'on voit par exemple dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la téléphonie mobile. Nous avons le droit à l'oubli. Nous avons vraiment de nouveaux droits assez puissants qui sont mis en œuvre, mais qui sont aujourd'hui au niveau des principes. C'est-à-dire que le texte est très principiel et ne rentre pas, est technologiquement neutre, comme on dit, ce qui est très bien parce que ça va faire que le texte va pouvoir durer dans le temps à travers les différentes avancées technologiques. Mais ça pose un défi en termes de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de fonctionnalité, qu'est-ce que ça veut dire en termes de langage qui doit être utilisé. On a encore des langages très très juridiques dans les terms of references, dans tout ce que les citoyens lisent et peuvent comprendre. Et donc, je crois qu'il faut... Un des leviers qui sont très très importants dans ce mécanisme, c'est par exemple comment on appelle ça déjà, excusez-moi, mais le droit de pouvoir, entre plusieurs citoyens et avec des associations, faire des actions de groupe. Voilà, pardon, c'était et voilà, les actions de groupe, c'était le mot qui me manquait. Donc, les actions de groupe, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le droit européen, dans le droit français, sur les données personnelles. Et ça change vraiment la donne, parce que c'est ce qui va permettre que la mise en œuvre soit exigeante. Si les citoyens considèrent que la mise en œuvre n'est pas à niveau, ils vont pouvoir faire appel à la CNIL, au pouvoir judiciaire, avec des amendes extrêmement importantes, avec une nouvelle capacité d'enquête de ces régulateurs qui est vraiment importante, pour pouvoir rééquilibrer en fait ce pouvoir entre les utilisateurs et les plateformes, entre les utilisateurs et les acteurs du numérique. Donc c'est non seulement des nouveaux droits, mais c'est aussi une nouvelle institutionnalité, une nouvelle gouvernance des institutions qui se met en place. Alors justement, Thierry Vedel, ces nouveaux droits pour les citoyens, c'est quand même un pas de plus vers cette démocratie numérique qui nous intéresse là ce soir quand même, non ? Probablement, hein, c'est un petit pas. Ensuite, il faut voir comment on va pouvoir mettre en œuvre ça et si on a vraiment la possibilité d'exercer ces droits. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en doutez ? Oui, tout à fait, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire face à Google ? Le choix, c'est quoi ? Je lui dis non, vous prenez pas mes données personnelles. D'accord. Et donc, voilà. Et justement, ça me conduit à une évolution de la conception de l'intimité et de ce qu'on appelle en anglais la privacy. Il y a quelques années encore, on avait tendance à le définir comme l'ensemble de droits intangibles. Aujourd'hui, de plus en plus, et on le voit bien chez les jeunes générations, par exemple chez les étudiants, c'est quelque chose qui est défini non pas de façon stable, intangible, mais comme une sorte d'échange continuel entre ce qu'on me donne et moi ceux que je donne. C'est les termes de l'échange qui sont intéressants. Et donc pour beaucoup d'étudiants, par exemple, ou de jeunes gens, j'imagine, ou d'autres personnes, ce qui est intéressant, c'est finalement, j'accepte de donner certaines choses, et en fonction de ça, je reçois ceci ou cela. Et à partir du moment où l'échange ne m'intéresse pas, ou je le trouve déséquilibré, dans ce cas, d'accord, je me manifeste. Le problème, c'est que pour l'instant, on a l'impression de recevoir énormément, et de donner pas beaucoup, hein, parce qu'on est parfois... Hein. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Mais on n'a pas toujours conscience de ça. Au passage, je remercie énormément Facebook, qui a beaucoup joué pour la prise de conscience chez les jeunes générations des questions d'intimité, parce que les jeunes ont commencé à s'inquiéter bien avant l'affaire Cambridge Analytica, lorsqu'ils ont vu que ce qu'ils mettaient sur Facebook, ça pouvait être repris par leurs profs, leurs parents et surtout leurs recruteurs. Et là, ils ont commencé à se dire, oulala, il faut peut-être faire attention, avoir plusieurs comptes,
comptes, de multiples identités. Voilà. Un dernier mot, mais vraiment aussi, si je peux me permettre, non seulement on n'est pas toujours en mesure d'exercer les droits, mais il faudrait aussi qu'un certain nombre d'opérateurs publics, et je pense en France aux universités, fassent un véritable effort. Par exemple, dans certaines universités, dont la mienne, nous avons un courrier électronique qui est géré par Google. On a du Gmail, même si ça ne se voit pas sur nos adresses électroniques. Ce qui est très très malin. Et ça va nous amener une question, je pense, importante. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un Gmail professionnel, qui est donné gratuitement par Google, vous vous identifiez avec votre identifiant réel, avec votre vrai nom généralement. D'accord ? Et évidemment, vous avez souvent d'autres comptes Google, d'autres services Google auxquels vous avez accès. Et donc, Google va pouvoir faire le lien entre votre identifiant, votre nom, et une multitude d'informations d'autres comptes qu'ils ont. Et ça, c'est prodigieux. Donc ça agrège beaucoup de données aussi, évidemment, et c'est très malin. Divina Frau Meggs, est-ce que vous êtes aussi dubitative sur ces nouveaux droits qui sont les nôtres aujourd'hui en matière de protection des données ? Oui. Parce qu'évidemment, il y a la mise en œuvre, hein, et c'est là il faut rester très très vigilant. C'est très important d'avoir le droit, bien entendu, parce qu'il faut déjà avoir un cadre, c'est un premier pas, et c'est pédagogique, hein, on l'a vu justement dans la mise en place, mais après, il faut rester constant, quoi. Et donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'éducation des citoyens, d'éducation numérique, à la citoyenneté numérique. Hein. Et ça, c'est pas encore entré dans les mœurs, hein, ça commence à venir, hein, mais on l'a bien vu avec la Maïf, hein, parce qu'on a fait ce constat il y a très longtemps, hein, d'un déficit de culture numérique de base, mais chez tout le monde. Donc même avec la prise de conscience, après, il faut comprendre comment ça se passe, où sont les mécanismes de récupération des droits, et donc c'est seulement avec ça qu'on peut s'emparer après de la loi pour dire non, mais ça va trop loin, etc. La chose que je vois de bien, je vais dans le sens de Thierry, c'est que au moins recommence à apparaître le choix. Parce qu'avant, on avait vraiment le sentiment que ben voilà, c'est Google ou rien, on donne et puis il n'y a pas d'autre solution. Hein. Là, on peut se dire, bon, ça me dérange pas trop, un régime médian dans ma vie quotidienne, de laisser partir mes données, je dis non. Mais là, je veux faire quelque chose de plus important, de plus intéressant, de plus privé, eh bien je dois pouvoir aller me protéger davantage, me sécuriser. Voilà. Alors là vient le gros problème européen. Bon, et beaucoup d'autres pays dans la planète d'ailleurs, hein, qu'on n'a pas vraiment d'alternative européenne. Et comme on les connaît pas d'ailleurs, on ne les augmente pas, on leur donne pas de pouvoir. Hein, donc on a pourtant des moteurs de recherche chez nous qui ne mettent pas de pub et qui ne tracent pas nos données. Hein. En tout cas, pas si on veut pas. Mais bon, c'est 5% du marché européen, quoi. Ouais. Donc voilà. Et personne n'est au courant. Et obtenir que nos universités ou nos ministères l'installent par défaut, c'est une bataille. On y va région par région, université par université, etc., etc. Bon, je parle de Quant, mais tous devinez. Hein. Mais il n'y a pas que. Hein. Il y a d'autres moteurs de recherche plus écolos, par exemple. Pour le courrier électronique aussi. Voilà, pour le courrier électronique. Ma fac aussi vient de passer à Gmail, malgré des protestations, voilà, par manque d'éducation de nos décideurs, par prix, hein, par rapport au prix, évidemment, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, vu qu'ils récupèrent 90% de la manne publicitaire de la planète, hein, aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc, il y a un vrai problème. Voilà. Alors, comment on répond justement à ce problème absolument crucial qui est de travailler sur le local, alors que l'échelle, elle est évidemment mondiale et que face aux GAFA, nos lois françaises, par exemple, n'ont pas beaucoup de poids quand même, hein. Alors, il y a deux sujets sur lesquels je voudrais rebondir qui ont été évoqués. D'abord, cette question des alternatives. C'est-à-dire, si on veut sortir de Facebook, si on veut sortir de Gmail, si on veut sortir d'Amazon, il faut bien qu'en face, on ait des alternatives qui aient à peu près les mêmes parcours utilisateurs, qui soient agréables, qui soient simples, qui soient efficaces. Donc, on a des alternatives, mais il faut vraiment pouvoir investir dessus. Il faut que les utilisateurs aussi se rendent compte de leur pouvoir et que les utilisateurs aussi donnent des chances à d'autres services, parce que c'est aussi en ayant une masse d'utilisateurs, un espèce de quorum, qu'on peut aussi faire croître un business model, qu'on peut aussi prendre le dessus. Mais là, on est au cœur de la démocratie, c'est vraiment le pouvoir du peuple sur ces questions-là. Exactement, ils ne se rendent pas compte à quel point le pouvoir qu'a Google, le pouvoir qu'a Facebook, c'est les utilisateurs qui le leur donnent, personne d'autre. Donc, par exemple, Quant, c'est intéressant. Nous, à l'Assemblée nationale, on l'a installé comme moteur de
recherche par défaut. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, quelques collaborateurs se disent « Ah, je me retrouve, je suis pas à l'aise » et ils reviennent vers Google tout de suite. Il y a aussi des habitudes. On s'est habitué à certains types d'interfaces et donc il y a une éducation à faire sur le fait de pouvoir être plus flexible et pouvoir passer d'une interface à l'autre, pouvoir être plus ouvert sur différentes solutions. Et le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est cette question du croisement des bases de données de la part des GAFA, parce que c'est très important, c'est ça qui leur donne l'avantage compétitif dans le marché, c'est d'avoir ces bases de données énormes. Et il y a une alternative à cette idée de casser les monopoles et de découper les GAFA, c'est de commencer par leur demander que leur base de données soit étanche entre les différents services. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas fait. Par exemple, on a sur Facebook, ils partagent les données entre Instagram, entre WhatsApp, entre Facebook. Et c'est là où ils peuvent recueillir de plus en plus d'informations et faire des profilages très, très fins, voilà, des habitudes, des goûts, des pratiques de chaque utilisateur. Donc, le RGPD avait l'intention de demander aux plateformes comment il y a un consentement pour ce partage de données. Facebook ne l'a pas fait. Facebook, ils disent, si vous ne partagez pas, si vous n'acceptez pas de partager vos données d'Instagram avec les données de Facebook, avec les données de WhatsApp, on ne vous donne pas accès à notre service. Et donc ça, c'est très, très grave. Et sur ces sujets très précis, c'est là où on doit voir comment est-ce que le RGPD est en train d'être mis en œuvre. Est-ce que c'est à la hauteur des ambitions qu'on a portées au niveau politique? Divina Fraumeck, je vous voyais réagir en écoutant Paola Fortezza. À quoi vous pensiez exactement? Facebook, comme d'habitude, hein, je crois qu'on est tous un petit peu en train de le transformer en diable, mais bon, c'est vrai que c'est par lui qu'est venu le problème. Mais il y a aussi un mouvement en ce moment de désertification de Facebook, et je pense que ça doit beaucoup préoccuper aussi les dirigeants. Les usagers ça veut dire quelque chose aussi. Il y a de plus en plus, on voit monter, et là pour le moment nous on se focalise tous sur les GAFAM, mais on voit bien monter toute une série de médias sociaux privés. Où la communication se fait de manière privée. Alors on allait les chercher en Russie ou dans d'autres endroits, mais il y a de plus en plus cet usage-là, il est aussi de plus en plus courant en Asie, il va nous arriver à nous aussi, c'est-à-dire que on va faire exactement le contraire de ce qu'on fait sur Facebook. Là on va redécouvrir de l'intimité ou de l'extimité, en gardant vraiment des communications très très petites et très très fermées. Donc ça c'est l'avenir, c'est pas les médias sociaux de masse, c'est les médias sociaux très très restreints. Donc voilà, c'est ce qu'a fait Facebook qui nous a permis de comprendre cette attitude-là. En même temps, c'est difficile de sortir d'un endroit où on peut communiquer, on peut échanger avec toutes sortes de personnes. Donc, faut pas non plus trop les diaboliser parce qu'on a été très contents qu'ils aient été là, on s'en sert encore pour le travail, etc. Mais à nouveau, c'est le pluralisme. Et savoir pourquoi on utilise et pourquoi on est sur tel réseau à tel moment et sur tel autre à d'autres. Et c'est là où il faut vraiment, je continue à dire qu'il faut une éducation de l'IA à l'IA. Ça, Thierry Vedel, c'est absolument essentiel, cette problématique de l'éducation à la donnée, au big data. Et à la fois l'éducation et aussi le fait qu'on veuille nous-mêmes agir. Et il y a, ce qui est pas du tout évident. Et souvent parce que, si vous voulez, il y a deux grands facteurs qui jouent contre la vie privée. Il y a d'une part, on y reviendra probablement, toutes les lois sur le terrorisme pour lutter contre certains fléaux, tout ce qui est les impératifs de sécurité. Et il y a un autre facteur qui joue énormément contre la vie privée, c'est le fait que nous sommes plutôt paresseux et que nous cherchons en permanence des solutions simples, pratiques. Je crois qu'on est presque tous prêts maintenant, vous savez, pour l'identification avec nos doigts. Parce que c'est tellement pratique, on n'arrive plus à se rappeler les mots de passe, tout ça, donc progressivement on y passe. Il y a 10 ans, on nous aurait dit ça, on aurait dit non, jamais, attention, ça va pas arriver, bientôt ça va être l'iris, etc. Mais parce que c'est tellement plus simple, plus pratique. Et par exemple, l'une des forces de Facebook, et là les gens sont consentants, c'est le fait que sur une multitude de services qui ne sont pas Facebook, les gens vont s'inscrire avec leur logo Facebook, parce que c'est tellement plus simple, c'est déjà prévu. Il n'y a pas à rentrer des mots de passe, à se souvenir de choses compliquées. Et donc, volontairement,
On donne des données sur nous, sur l'utilisation d'autres services qu'on fait, que Facebook récupère, et on lui donne à Facebook le droit de les utiliser.